لا إله إلا الله 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 شكرا لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. On poursuit donc la lecture de la thèse du docteur Doudou Mané Diouf sur Cheikh Ibrahim Fall, radiallahu anhu, figure majeure de la confrérie de la Tariqa Mouride. Le chapitre qu'on va développer maintenant, c'est un chapitre qui est crucial parce qu'on a déjà expliqué, que Cheikh Ibrahim Fall, radiallahu anhu, est une personnalité multidimensionnelle et que son apport, ce qu'il représente au sein de la confrérie mouride, est essentiel et il ne faut pas le réduire juste à ce majdoub. Cette personne est prise d'état spirituel intense qui a été élevé, happé dans les plus hautes sphères spirituelles, parce que on peut être leurré et ne pas passer à côté de l'essentiel. On a déjà rappelé que en matière de adab, de règles, de référents culturels, Mam Cheribra est notre référence. Il est notre instructeur, celui qui nous a instruits sur les comportements, les attitudes, les convenances à adopter vis-à-vis de Cheikh Khalim, radiallahu anhu. Il est celui qui a institué, qui a même, à certains égards, organisé la confrérie avec des conseils sur le fait d'établir des jorin, qui sont des représentants de l'autorité. À l'époque, c'était de cheikh, aujourd'hui c'est du khalif, qui sont les personnes à qui on doit obéissance sur l'aspect, on va dire, social, et des cheikhs éducateurs, qui, des fois, un cheikh peut être un jorin. Ça peut être les deux. Il est celui qui va totalement revoir les habitudes coutumières en milieu Wolof. Rappelez-vous, il a pilé le 1000. Cette information, elle est essentielle pour comprendre sa place. En tant que diplomate, en tant que da'i, c'est-à-dire de propagateur, de personne qui a amené les gens à adhérer à la Mouridia, à cette réforme. Et là, on va parler, parce que ça fait, depuis le début de cette lecture, on introduit ce chapitre-là, c'est son rôle en tant qu'acteur économique. Et autant sur les autres aspects,
C'est vraiment parlant parce que vous rencontrez un mouride, vous voyez des adab, des règles, pas de chapeau devant le shir, tu baisses les yeux, etc. Vous voyez, c'est, machallah, il y a de l'humilité, mais ça reste culturel. Ça reste des convenances et on reste un petit peu, entre guillemets, dans le spirituel. La da'wa, ça reste aussi un peu spirituel. Bien qu'il y ait un ancrage dans l'espace. Il a créé un espace mouride. Que ça soit dans les villes, avec la mise en place des daras qui étaient urbaines, là où à l'origine les daras étaient, comment dire, le mot m'échappe, excusez-moi, étaient plutôt dans les campagnes, étaient rurales, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et là, donc, d'ailleurs, on a déjà dit qu'il avait une force d'un point de vue financier. C'est lui-même qui a institué cette forme de relation avec les autorités qui dirigeaient le territoire, en ayant des relations qui consistent à dire, si vous voulez quelque forme de soutien que ce soit, il faut que vous soyez des acteurs de notre développement, en tant que confrérie. Donc il fait d'acteurs qui des fois ne sont même pas musulmans des agents de l'islam. Mais là on va voir comment se matérialise financièrement, comment cette force financière, comment elle se développe, et on va voir comment il a formalisé le modèle économique mouride que l'on connaît encore aujourd'hui, qui fait que le mouride, si le Khalif Sir Muntaqa, hafidhahullah, là, dit, demain matin, dit à 8 heures du matin, ou à 7 heures après la salat subh, nous avons besoin à 17 heures de 150 millions de francs CFA, à 16h30, il y aura 150 millions de francs CFA posés devant le Khalif. Et ça, tout le monde le sait. Personne ne peut contester ce que je viens de dire. Si le Khalif, Sir Muntaqa, hafidhullah, à 7 heures du matin dit, nous avons besoin de 150 millions de francs CFA pour tel projet, à 16h30, il y aura 150 millions de francs CFA posés devant lui. Et je dis 16h30 pour être large, parce que les gens vont dire, bon, la fin de la journée, peut-être qu'il faut aller déplacer pour aller chercher. Mais s'il le dit à 7 heures du matin, je peux même vous assurer que, à 10 heures du matin, les 150 millions de francs seront posés devant Sir Muntaqa. Et personne au Sénégal dira que ce que je dis, c'est une parole de mensonge. Il y a de l'argent qui va venir de Chine, de l'argent qui va venir du Japon, de l'argent qui va venir des États-Unis, de l'argent qui va venir de France, qui va venir parce que le Khalif leur a dit. Et cette capacité de mobilisation sur le plan financier, elle est liée à ce que on va dire tout de suite. L'acteur économique. Sur le plan économique, Cheikh Ibra Fall se distingue par un dynamisme et un esprit d'initiative qui se matérialise au niveau de 3 secteurs d'activité que sont l'agriculture, le commerce et l'immobilier. Sur l'agriculture, il y a Cheikh Ibra Fatim Mbacké, le petit frère de Cheikh al-Khadim radiyallahu anhum, qui est aussi un acteur important. Il va avoir des idées très innovantes comme le fait de développer la pastèque, etc. Ce genre de choses. C'est quelque chose qui est important. Le commerce, on verra. Et l'immobilier. L'agriculture vivrière, intensive et de traite. Le dynamisme économique de Cheikh Ibra a débuté dans l'agriculture intensive par le biais de la colonisation agricole mouride dont nous avons analysé l'historique et l'impact socio-culturel. Donc, ce qu'on a dit au préalable. Selon des sources orales concordantes, donc on a déjà développé en fait toute cette question de l'expansion, si vous voulez, rurale, qui est très 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 importante. Selon des sources orales concordantes, donc des sources orales concordantes, Cyril Boussara Samb, notamment qui rassemble des informations, auprès de qui on interview à Kaolack le 13 août 2005, Ousseynou Fall, interview à Dakar le 5 septembre 2005. C'est après sa rencontre historique avec Ahmadou Bamba en 1883 que Cheikh Ibra entame la colonisation agricole avec la fondation du village de Ndandefal.
à quelques kilomètres de Kimeber. Autour de ses premiers disciples originaires de Ndiébifal, son village natal. Cette présence de Cheikh Ibra Fall de Lonjembour est aussi signalée par Cruz O'Brien, qui indique que Ibra Fall est le premier des grands mourides, propagateur qui s'est étendu, qui a étendu la fame, la renommée du Cheikh à travers le Kadior. Et spécialement dans sa région d'origine qui est le Djambour. Dans toutes ces colonies agricoles, où les Dara Tarbiya Ligay, donc les Dara, où il y a cette Tarbiya, l'éducation spirituelle, et Ligay, où le travail est central, les disciples de Cheikh Ibra Fall, les fameux Takder, produisent des cultures vivrières destinées à la consommation de la communauté mouride naissante et pour subvenir à ses besoins matériels. Donc déjà, il y a cette idée en fait d'autonomie qui est mise en place. De ce fait, son guide spirituel et ses assistants peuvent se consacrer sereinement à l'instruction et à l'éducation des disciples. Donc la khidma, écoutez bien, c'est le processus ici est frappant. Il faut que nous soyons autonomes d'un point de vue économique, mais avant tout, et regardez là, c'est ça que c'est important, et même en matière de politique générale d'un État, c'est essentiel de comprendre ici ce que fait Cheikh Ibra. C'est vraiment, j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce que la première chose qui cherche à régler pour qu'il y ait des intellectuels qui forment justement les populations, c'est l'autonomie alimentaire. C'est-à-dire qu'ils développent l'agriculture. Pourquoi? Pour rendre autonome d'un point de vue alimentaire les enseignants. C'est-à-dire que la politique mouride, c'est les intellectuels doivent être libres ne doivent pas être contraints à se poser des questions de comment ils vont manger. Ils doivent être nourris pour se charger de l'éducation des populations. Il exploite judicieusement par la suite 3 opportunités offertes par le système colonial pour donner un nouvel élan à ses activités agricoles. Nous avons tout d'abord l'avènement de l'économie de traite au Sénégal qui favorise le développement de l'agriculture intensive autour de la culture de l'arachide qui s'est substituée aux cultures vivrières traditionnelles. Cheikh Ibra va profiter largement des opportunités de l'économie de traite pour devenir l'un des plus gros producteurs agricoles sénégalais. À une époque, le Sénégal, en matière de production d'arachide, était leader. Et les Mourides étaient à la tête de cette production agricole. Ainsi, Marty constate que Cheikh Ibra Fall fait cultiver par ses adeptes et sous la surveillance d'un de ses disciples d'immenses champs d'arachides, de 1000 de graines diverses et s'occupe avec habileté de leur vente. Ensuite, dans cette même perspective, Cheikh Ibra exploite l'avantage économique que présente l'application du décret du 24 juillet 1906 portant organisation de la propriété foncière dans la colonie et plus particulièrement l'article 58 de ce décret relatif aux droits coutumiers indigènes qui visait le développement de la petite propriété foncière au profit des indigènes. C'est-à-dire qu'en plus, il se tenait informé sur qu'est-ce qui était fait en matière de loi pour que ça soit à son profit. En vérité, au profit de qui? De la confrérie. De la communauté, tout simplement. Le tajdid mouride, par définition, c'est s'organiser dans un milieu qui est hostile. C'était la colonisation, sous domination coloniale. Les guerres, on a perdu, les musulmans ont perdu, on n'est plus capable de combattre, d'aligner des hommes qui nous permettent de mener une victoire définitive sur un ennemi. Il faut changer de modèle. Ce modèle-là va amener aux indépendances. Jusqu'à aujourd'hui, l'organisation des Mourides, ils sont en autonomie par rapport à l'État sénégalais. C'est eux qui indiquent à l'État sénégalais quelle politique il faut suivre vis-à-vis d'eux. Et les autres confréries les suivent, emboîtent le pas.
lors du Covid, personne pouvait venir à Touba et dire à Touba, vous fermez les mosquées s'il vous plaît. Non. La grande mosquée était ouverte, on faisait le Jumu'ah. Personne ne pouvait rien faire. Enfin, Cheikh Ibra, par réalisme, a accompagné l'expansion du chemin de fer au Sénégal pour se lancer en précurseur à l'assaut de nouvelles terres de culture, notamment dans les terres neuves du Saloum, où, selon les archives coloniales, il possédait de nombreuses colonies agricoles entretenues par ses takdir dans le cadre des Dara Tarbiya Ligay qu'on a présenté auparavant. Cette forme d'occupation de l'espace rural liée à la percée du chemin de fer vers l'est du Sénégal est mentionnée par Pélissier, qui, dans le cadre de l'historique de l'exploitation des terres neuves, renseigne que la colonisation agricole, ouvrait au peuplement des terres vides et libres, et c'est ainsi que l'arrivée du chemin de fer à Gossas en 1909, à Guinguinéo en 1910, à Birkilan en 1912, à Kaffrine, à Kougel, c'est Kourel je pense, en 1914 est immédiatement suivi de l'installation des colons qui sont en majorité mourides. À l'origine, la confrérie est rurale. Mais dès le départ, elle avait aussi cet ancrage urbain qu'on a déjà présenté et qu'on va développer sur l'aspect commerce. Mais les Mourides ont toujours eu cette dimension rurale avec des développements de villages dans des cadres ruraux, avec une indépendance sur le plan notamment alimentaire. Je me rappelle avoir rencontré, je crois que c'est Serine Fallou de mémoire, l'un des fils de, que je dise pas de bêtises, de Serine Mustafa Bachir, qui était de passage en France pour voir par rapport à sa santé. Et il s'est avéré qu'on puisse le rencontrer, on passe un moment ensemble, et son Bokkenek, qui est celui qui était en France, qui se chargeait de la nourriture, de ramener la nourriture. Donc c'est lui qui nous introduit, hein. Et moi, je suis en train de remarquer une chose, c'est que le cheikh, il y a des plats qu'on lui a ramenés à manger, et le cheikh n'y touche pas. Moi, je me rends compte qu'il n'y a pas touché. Parce que comme je vois que c'est ramené, je vois, ça n'a pas été touché. Donc ce Bokkenek, donc ce chambellan, cette personne qui s'occupe justement des affaires du cheikh, il les ramène. Il les ramène. Et je vois qu'il y a des fruits et de l'eau, un peu de lait. Et en partant, je discute avec le Bokkenek et je dis, mais le cheikh, il touche pas à la nourriture que vous lui rapportez. Il me dit, non, le cheikh, il touche à aucun plat. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce cheikh-là, ce fils de Serine Mustafa Bachir, il habite justement dans un petit coin, un petit village comme ça, et il ne mange que ce que lui a cultivé. Ce qui fait que même les fruits qu'on lui rapportait, qu'il mangeait, c'est l'une des choses qu'il mangeait, il était mal à l'aise parce qu'il considérait que c'était honteux parce qu'il n'avait pas cultivé cette nourriture. Nous notons que la présence de ces mourides dans les terres neuves, à cette époque indiquée par Pélissier, correspond à l'implantation pionnière des disciples de Cheikh Ibra dans cette zone de culture, comme l'ont mentionné les sources précitées. En profitant de ces trois opportunités économiques offertes par le système colonial, Cheikh Ibra inaugure historiquement l'ère du marabout propriétaire, titre qui s'adjugea à partir de 1909. C'est ainsi qu'il va se lancer dans l'expansion agricole tout azimut, en exploitant toutes les terres propices à l'agriculture. Les archives coloniales
signale ses nombreuses colonies agricoles essaimées un peu partout au Sénégal, notamment dans le Baoul, Darussalam, Toubafal, Gebfal, Rakhil, Ndiarat Djatsalwo, Darou Khoudous, Ket Balouji, Darou Niang, Touba Djourbel, le Saloum avec Kafrine, Pebek, Darou Daka, Mboul Beino, Mboul Jawando, Yugume, Mbos, Bil, Kawan, Nguer, Mbar, Koloban, Gossas, Birkilan, Guinguinéo, Lagan, le Njanbour, Andian, Escal, Pir, Gourey, Atiès, Kausara, Daroubayere, Goudjo, Tasset et Khaban. De par ces nombreuses colonies agricoles éparpillées dans le pays Wolof et dans le Siné Saloum, où s'activent environ 1000 disciples cultivateurs, selon Marty, Cheikh Ibra demeurait incontestablement le plus grand producteur agricole sénégalais, avec un revenu annuel croissant estimé à 50 000 francs par an par l'administration coloniale. Et on se rappelait qu'on avait à peu près regardé la valeur de tout ça. Le franc de l'époque correspondait à peu près 3 francs, 3 euros d'aujourd'hui. Donc ça représenterait à peu près 150 000 euros par an. L'horticulture. En plus de l'agriculture vivrière et de traite, Cheikh Ibra investit dans l'horticulture aux alentours des agglomérations urbaines. C'est le cas notamment à Saint-Louis, où il possédait, selon les informations fournies par son ancien directeur de cabinet, donc Bocquenec, les fameux Bocquenec, deux exploitations horticoles à Diarra et à Toglou, qui alimentent en fruits et légumes les marchés de Saint-Louis. Donc horticulture, pour faire assez simple, hein, c'est des produits en fait de jardin, fruits et légumes. De même, Paul Marty précise que Cheikh Ibra a créé un jardin d'arbres fruitiers dans son village de Daroubayere, près de Thiès. Il a fait planter des manguiers, bananiers, goyaviers, papayers, citronniers, oranges obtenus à la pépinière de Saint-Louis. C'est sans doute l'implantation de ce jardin horticole innovant qui a favorisé le développement de l'horticulture dans la région de Thiès et environ, zone Tivaouane et Pout. Avec l'exploitation de variétés fruitières inconnues à l'époque dans cette région, apportée par Cheikh Ibra, à partir du jardin d'essai botanique de Saint-Louis, où on adaptait les variétés agricoles importées d'Asie, d'Amérique, des Antilles et de certains pays africains. En gros, il introduit un certain nombre de fruits dans la région. Alhamdulillah. Notons enfin que dans le cadre de ces activités agricoles, notons enfin que dans le cadre de ces activités agricoles, Cheikh Ibra Fall a fait preuve d'ingéniosité en matière de technique culturelle. C'est ainsi que Pellissier, dans le cadre de son étude sur l'occupation de l'espace rural en pays Wolof, affirme explicitement le rognier forme parfois des peuplements fournis et homogènes, dont l'origine est très probablement humaine. C'est le cas notamment aux environs de Pire et Gourey, village de culture mis en valeur par Cheikh Ibra Fall dans le Njambour, qui est ceinturé par une roseraie dont la surface est estimée à plus de 6000 hectares. Ce parc résiduel, dernier mais précieux témoin de la forêt sèche au milieu de laquelle les terroirs villageois formaient encore au début de ce siècle que des clairières, est aujourd'hui moins utile pour les produits de cueillette qu'il fournit de par son rôle d'agent et de fixation des dunes, de régénération des jachères. Effectivement, il y a toute une question aujourd'hui encore avec le Sahel,
qui consiste à mettre un frein à la désertification. Alors la pêche. Durant le séjour à Saint-Louis, Cheikh Ibra, conscient des opportunités économiques de ce que cette ville présente sur le plan halieutique, avec sa grande côte poissonneuse, ne tarde pas à exploiter ce filon producteur de richesse. C'est ainsi que, selon les sources orales, donc pareil, Ibrahim Acham, Boussara Samb, disent, il acquiert des pirogues qui donnent à ses disciples pêcheurs résidant dans les quartiers de Lodo, de Gorokhmbati. De ce fait, il exerce le métier de marieur, propriétaire de nombreuses pirogues qui lui permettent de disposer en abondance d'une ressource naturelle stratégique qui les coule dans les marchés de Saint-Louis grâce à un réseau de distribution. Donc, il se met à être un producteur, producteur de poissons. Enfin, producteur, c'est pas le bon mot. Parce qu'il a donc un marieur. Quant à ce qui est du commerce, et ça, c'est quelque chose qui va vous frapper parce que vous allez constater que on voit encore ce modèle aujourd'hui. Le second secteur d'activité économique dans lequel Cheikh Ibra s'est illustré est le commerce, où il a encore remarquablement profité d'une opportunité offerte par la colonisation. Donc en fait, sur le plan en tant qu'entrepreneur, il est à l'affût en fait on a déjà dit déjà en tant que diplomate, il avait cette intelligence, cette vivacité d'esprit. Et évidemment, en plus de cette vivacité d'esprit, comment dirais-je, cette ouverture d'esprit. Donc il est au fait des opportunités financières. En effet, dans le cadre de sa politique d'expansion générale et d'exploitation économique des régions régions intérieures du Sénégal, l'administration coloniale inaugure le trafic ferroviaire au Sénégal avec le développement du chemin de fer. Avec son sens aigu des affaires et son opportunité, excuse-moi, avec son sens aigu des affaires et son opportunisme, comme le qualifie Marty, il va une fois de plus exploiter judicieusement cette opportunité économique offerte par le développement du chemin de fer au Sénégal, en s'installant stratégiquement à Thiès, centre névralgique du trafic ferroviaire au Sénégal. À partir de Thiès, la capitale du rail, Cheikh Ibra s'adonne au commerce le long du chemin de fer, comme l'indique Marty. Et là, faut vraiment faire attention à ce qui va être dit ici. Mais vous voyez le modèle des modo-modo, donc de ces gens qui vendent des petites marchandises, il prend racine ici. Et il y a ce côté aussi, il n'y a pas de saut-métier, il n'y a pas de sous-métier. Nous allons développer des commerces et des services et nous rendre indispensables à la société. Et par ce biais-là, en fait, on va progresser d'un point de vue économique. Et il me semble même que la première daïra, association religieuse, qui va être développée de mémoire à Dakar, je crois que c'est le marché de Sandaga, si je ne me trompe pas, en fait, c'est notamment des mourides qui l'ont développé. La ligne Dakar-Saint-Louis elle-même est l'objet pour les mourides d'une forte occupation économique. Ça, c'est les propos de Paul Marty. Mais c'est surtout par ses traitants que le Cheikh Ibra Fall, qui de sa zawiya de Thiès, au croisement des lignes, donc, ouais, on le dit toujours, une dara, c'est une zawiya en réalité. Au croisement des lignes, a supérieurement dirigé la conquête du petit commerce du Kadior, Thiès, Tivaouane, Pire, Gourey,
Kélé, Gewel, toutes les escales de la voie, tous les petits hameaux intermédiaires sont pourvus d'un ou plusieurs traitants chez lesquels les frères viennent s'approvisionner. Il ajoute toutes les escales de la ligne de chemin de fer Thiès-Saint-Louis, Pire, Gourey, Ngaï, Mekhe, Kel, Ndian, Kebemer, Ngouma, Gewel sont partiellement sous la dépendance spirituelle et surtout économique de Cheikh Ibra Fall. Il avait totalement maillé le chemin de fer de petits commerces tenus par ces talibés. Le même auteur exprime un constat avisé. L'influence de Cheikh Ibra se fait sentir en dehors du cercle de Thiès sur toutes les escales de la voie ferrée du Cadior jusqu'à Louga. De par l'exploitation satellitaire au niveau des escales ferroviaires, Cheikh Ibra connaît très rapidement un fulgurant succès commercial et concurrence rudement les commerçants européens et libanais qui avaient jusque-là le monopole de l'économie de traite au Sénégal. Ces derniers, sentant leurs intérêts économiques menacés, adressèrent des plaintes à l'administration coloniale contre une prétendue concurrence déloyale de Cheikh Ibra. Ces plaintes de commerçants rivaux, selon Marty, relèvent beaucoup plus d'un conflit d'intérêts que d'un souci d'un spectre d'un mouridisme politique plein de dangers pour inciter l'administration à le persécuter et à le détruire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils se rendent bien compte que ce n'est pas un besoin ou un engagement, on va dire, patriote de maintien de l'ordre public. Non, c'est vraiment, en fait, les gars, ils vendent moins que lui. Mais historiquement, c'est à Saint-Louis que Cheikh Ibra s'adonne pour la première fois au commerce suite à son installation dans cette ville, selon nos sources orales. Ça, c'est ce qui est dit par un animateur d'une émission sur Cheikh Ibra sur l'Ampefal TV. Il y possédait une cinquantaine de boutiques. Une cinquantaine de boutiques. Ce commerce de détail dans la banlieue de Saint-Louis est si florissant qu'à l'époque, on disait que si Cheikh Ibra décidait de fermer ses boutiques, la population vivrait une sévère pénurie de denrées de première nécessité. Donc, c'est ça, petite boutique. Donc déjà, faut avoir en tête que Cheikh Ibra a une production maraîchère conséquente. Il produit du poisson. Bon, c'est pas un producteur parce qu'on parle pas de producteur dans ce cas-là. Il est vendeur de exploitant de tout ce qui est poisson. Il y a des denrées premières comme le mil, comme l'arachide. Donc déjà, il est producteur de tout ça. Il suffit de mettre dans les petites boutiques. Et ces boutiques-là, c'est des commerces de première nécessité. Aujourd'hui, on a des grandes surfaces, mais avant, il y avait beaucoup plus de petites boutiques, en fait, commerces de première nécessité, lorsque tu en as besoin. Et jusqu'à très récemment, encore au Sénégal, avant qu'il y ait l'arrivée des grands groupes comme Cora, Auchan, etc., c'était surtout ça que, auprès de ces gens-là, qu'on allait se fournir. Notons enfin que toujours dans le cadre de ses activités commerciales, Cheikh Ibra avait négocié avec la régie des chemins de fer de l'époque pour fournir du bois de chauffe à leurs locomotives à vapeur. Est-ce que carrément, il s'est retrouvé être le fournisseur des chemins de fer. On va lire ce chapitre en une fois, et on aura terminé, après ça sera fini. Pour ce qui est de l'immobilier, le troisième et dernier secteur économique investi par ce génial entrepreneur est celui de l'immobilier, où il profite largement de la réforme foncière coloniale introduite par le décret du 24 juillet 1906 portant l'organisation de la propriété pour acquérir des titres fonciers et des biens immobiliers. Les archives coloniales nous informent qu'il possédait 3 terrains à Ndiandé Escale, acquis au prix de 630 francs
propriétaire foncier de 5200 hectares près de Touba, 3 fois propriétaire terrien à Saint-Louis, où il était représenté selon les sources orales par un certain Ahmadou Gaye, et possédait plusieurs biens immobiliers à Diourbel, Thiès et même à Dakar, où il avait acquis en 1905 un immeuble de 400 mètres carrés situé au quartier Plateau, centre-ville, au prix de 7225 francs. Selon l'ancien maire de Dakar, Pape Diop, Cheikh Ibra Fall était propriétaire d'un terrain qui s'étendait sur 4 kilomètres couvrant à l'époque l'actuel palais présidentiel, la primature et ses environs. C'est-à-dire que c'est le maire de Dakar, Pape Diop, donc il est maire de quelle période à quelle période, tenez? Non, on n'a pas les dates. Mais les mourides aiment bien le rappeler, le terrain sur lequel est le palais présidentiel, à Dakar, appartenait à Cheikh Ibra Fall. Sur cette immense surface, il pratiquait l'horticulture et il disposait d'une dara. Cette information est attestée par Serine Mbakiyou Faye, représentant officiel du Khalif général des Mourides à Dakar, qui déclare que son père, disciple de Cheikh Ibra, a fréquenté cette dara précitée. Cette zone était appelée à l'époque l'Ambina, par les Wolofs, et c'est une déformation du mot français ambulance, par référence aux ambulances qui se rendaient à l'actuel hôpital principal situé près du palais présidentiel, du palais de la République. D'ailleurs, selon Cheikh Moussaka, au retour de la déportation de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ibra était le premier à accueillir dans l'une de ses maisons sises à Dakar pour célébrer leur retrouvailles. Pendant 3 jours, il donna gracieusement cette maison à son guide spirituel sous forme de hadia. Cheikh Ahmadou Bamba, à son tour, offrit ce présent à son frère Serine Bala Choro. Ça veut dire qu'il a acheté des biens immobiliers et les a revendus. Précurseur de l'insertion des mourides dans l'économie moderne. Et ça, c'est ce qu'on va venir sur les petits développements. Donc, on a déjà vu que il a profité du chemin de fer pour pour faire un maillage comme ça de petits commerçants. Mais là, on va voir en détail même ces petits commerçants, les différentes formes qui existaient. Parce qu'on a parlé du commerce, on va parler des services proposés. Profitant du développement florissant de ses activités commerciales, Cheikh Ibra Fall va initier la solidarité mutuelle au niveau de l'économie mouride émergente, avec notamment le financement et le développement d'activités commerciales, comme l'indique Marty. Dans la plupart des escales, des 2 voies ferrées, et dans beaucoup de villages, on trouve des mourides tenant des maisons de traite au compte du cheikh, qui fait des avances de fonds, surveille la gestion des traitants et se fait rendre des comptes très exacts. C'est-à-dire qu'en plus, on va pas parler de banque, mais il faisait des prêts où il investissait en fait sur les gens pour qu'ils se développent économiquement. C'est-à-dire faut comprendre l'importance en fait en tant qu'agent économique au sein des mourides. Je parle même pas du Sénégal. Vous avez bien vu qu'il développe économiquement le Sénégal, mais au sein des mourides. Nous sommes tous les hérités de Mame Cheikh Ibra sur ce plan-là. Donc, il fait des avances pour que les gens se développent économiquement. Cheikh Ibra, notamment véritable potin noir, est passé dans l'art de créer des succursales de commerce. La petite industrie et les corps de métier fournissent un bon contingent d'affiliés à la confession d'Ahmadou Bamba. Les mourides sont tailleurs, bouchers, cordonniers, portefaix, bergers, fabricants de matelas à Rufisque et à Saint-Louis, pêcheurs sur le fleuve Lapteau. Les femmes sont brodeuses, couturières, teinturières. Ils font toutes les activités, les petits métiers, le service. Dans les escales, pour les petits métiers qui exigent un capital ou des instruments, c'est le cheikh qui fait les avances de fonds ou achète le matériel. L'intéressé aura droit, lors de la reddition des comptes, à une certaine part de gain. C'est en somme un nouveau mode de coopération, contrat de travail avec participation aux bénéfices. Ça ressemble un petit peu au modèle des qirad. Ça, c'est des questions sur lesquelles faut revenir au chapitre des muamalat et des différents types de contrats.
Donc ici bien, on voit que le tertiaire, les métiers du tertiaire sont commerce, immobilier, donc les petits services, les biens en fait sont bien développés. C'est-à-dire que petit rappel, hein, c'est un petit peu de l'économie. Donc le primaire, ça va être agriculture, élevage, ce qu'on a déjà vu. Le secondaire, ça va être la transformation des matières premières. Ça va de l'électricité, de la construction, de la transformation. Il y a un petit peu de menuiserie, ce genre de choses. Et on l'a bien vu, notamment dans le fait de fournir du bois aux cheminots. Et le tertiaire avec les services. Cheikh Ibra a également embrassé dans son élan économique le développement du corps des petits métiers au niveau des centres urbains. C'est ainsi qu'il profitera des foyers d'accueil et des daïras, donc ces associations qui sont... C'est-à-dire que la dara, c'est physique et la daïra, c'est l'association, en fait, on va dire immatérielle. Les daïras urbains dont il est le précurseur, selon Nekash, pour initier, encadrer et financer les mourides qui affluèrent dans les villes dans divers petits métiers. Tailleur, matelassier, apprenti chauffeur, artisan, lapto, manœuvre, matelot et débutant. Donc vraiment, sincèrement, j'ai envie de dire que cet aspect, en fait, moi, me frappe parce que on oublie l'importance de Mom Cheribara de ce point de vue-là. Alors, petite information pratique, l'apto, c'est on va dire les porte-bagages. Les gens qui portent les métiers un petit peu pénibles, consistent à porter. Lors de ses jours de Cheribara à Saint-Louis, Marty précise qu'il accueillait des émigrés du Baoul, du Kadior et du Djambour, et il exerce les métiers de portefeuille, fabricant et vendeur de paillasses à l'usage des indigènes. Au cours de son séjour à Thiès, Marty atteste également qu'il dispense d'une éducation religieuse à ses 75 disciples âgés de 6 à 17 ans dans une école coranique avec internat combiné à une formation professionnelle pratique, commerce, agriculture pour les élèves devenus majeurs. Est-ce que même le modèle de Dara, c'est déjà dès cette époque-là, il développe un modèle où apprentissage religieux, formation professionnelle. Nous avons ainsi une forme d'adaptation de la Dara rurale en zone urbaine avec toujours cette jonction harmonieuse entre éducation et formation pratique. C'est-à-dire la Dara, qu'elle soit en milieu rural, elle va te former à un métier qui est lié à la ruralité. Quand tu es en milieu urbain, elle va te former à un métier qui relève de l'urbain. C'est-à-dire que une Dara, aujourd'hui on peut concevoir une Dara qui en plus de l'apprentissage du Coran, des sciences religieuses, pourrait te donner une formation de cordonnier, une formation en informatique, etc. Nous avons ainsi une forme d'adaptation de la Dara urbaine rurale en zone urbaine avec toujours cette jonction harmonieuse entre éducation et formation pratique. Cheribra apparaît ainsi comme innovateur et un grand visionnaire. Car, à l'époque, en 1913, il conçoit et réalise ce que nous appelons aujourd'hui la Dara moderne. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de conceptualiser une nouvelle forme de Dara. Cheikh Ibra, il l'avait fait en fait au début du XXe siècle.
Il y a juste à réadapter. En matière de formation professionnelle, il y a juste à mettre des formations qui correspondent en fait à notre situation. Il y en a besoin. Alliant éducation religieuse et formation professionnelle en internat. Aujourd'hui au Sénégal, depuis des années, on réfléchit sur ce modèle éducatif déjà réalisé par Cheikh Ibra Fall pour résoudre l'épineux problème de l'enseignement islamique au Sénégal. Le choix de Cheikh Ibra pour ces petits métiers destinés aux mourides urbains se justifie objectivement par l'inadaptation des mourides aux opportunités professionnelles offertes par le système colonial du fait de leur analphabétisme en français. Ils n'intégraient pas les écoles françaises. Ils étaient dans les daara. Mais également par la préférence de Cheikh Ibra pour l'initiative privée, l'entrepreneuriat. L'autre raison, c'est qu'il préfère que la personne ait une forme d'indépendance. En effet, ce dernier a toujours déprécié et sous-estimé le travail salarial au profit de l'activité professionnelle libérale, en formulant cette célèbre boutade devenue le leitmotiv des mourides entrepreneurs, qui se traduit par « il n'y a pas plus infortuné que celui qui sait d'avance ce qu'il gagne à la fin du mois », c'est-à-dire le salariat. C'est-à-dire qu'ils préfèrent développer le libéral. Ici, c'est comme ça que les mourides ne vont... parce que déjà, ils étaient discriminés, factuellement, c'est un fait, mais ça va prendre du temps avant qu'ils intègrent l'administration. Cette exhortation de Cheikh Ibra, destinée aux mourides urbains, prônant l'option de l'initiative privée, et à l'origine du développement par les acteurs économiques mourides d'une économie périphérique parallèle à l'économie centrale, bureaucratique et l'administrative instaurée par le système colonial, cette économie périphérique communément appelée secteur informel et dont le fameux acteur mouride appelé Baol Baol, les Modou, constitue le moteur et à l'origine du monopole de l'économie sénégalaise par les mourides et Cheikh Ibra, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en demeure incontestablement le précurseur. Historiquement donc, Cheikh Ibra a inauguré et favorisé l'insertion des mourides dans l'économie moderne émergente, tant sur le plan agricole que commercial. Le modèle du mouride Nogodara, Baol Baol, Modou, qui a une activité commerciale informelle, entrepreneur, il est le précurseur de cela. Je sais pas si on se rend compte de tout ce que Cheikh Ibra représente en matière d'innovateur dans les différentes activités. Innovateur au sens économique. C'est incroyable. En effet, l'initiative privée, conjuguée à la solidarité économique mutualiste et des prédispositions culturelles qui forgent le caractère au culte du travail avec la fameuse maxime mouride, Ligay si Jamouya la Bok, où le travail fait partie de l'adoration divine. Et à l'optimisme qui fait que le mouride ne s'arrête jamais, parvenu à un certain stade, il entrevoit la possibilité de progresser davantage, d'élargir son affaire et s'y emploie. Travailleurs habitués à vivre de peu, ils ne pensent qu'à progresser et pour y arriver feront preuve d'une grande facilité d'adaptation. C'est connu. Les mourides vont faire preuve d'une grande sobriété et vont s'engager dans le travail. L'ensemble de ces facteurs constitue la somme des clés du dynamisme économique mouride qui dérive au filigrane dans l'action historique initiée par Cheikh Ibra Fall d'ailleurs. Marty, en se fondant sur le dynamisme économique de ce dernier et sa capacité d'adaptation stratégique en mettant la vertu socio-religieuse et culturelle du mouridisme au profit de l'économie déclare. En résumé, la guerre sainte, l'apostolat, la conquête guerrière et religieuse, toutes les vertus d'expansion de l'islam sont transformées par le mouridisme wolof,
elles deviennent l'accaparement des terres disponibles, la mise en valeur plus intense des champs, la conquête des marchés, des escales, l'envahissement de toutes les branches de la production locale. Il n'y a donc qu'à se louer, semble-t-il, de voir cette association communiste des Mourides affecter des allures de syndicat agricole et commercial et exercer son activité dans le domaine économique. Donc en fait, Marty analyse, lui, que c'est juste une transformation du djihad, c'est-à-dire accaparement en fait des territoires, mais avec une forme différente. Et ça s'entend, hein. Le dernier point, c'est le suivant. Faut savoir qu'il y a plein d'études, notamment faites par des universitaires, qui présentaient les Mourides comme une forme de communisme musulman. Ce qui était hilarant, parce que quand on sait que l'organisation sociale des Mourides est très 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 féodale, entre guillemets, c'est une organisation qui correspond à beaucoup d'égards à une forme de féodalité, c'est totalement aberrant. Ils comprenaient rien à ce qu'ils voyaient. Le principal bailleur de la communauté mouride, de par ses diverses florissantes activités économiques que nous venons d'énumérer, Cheikh Ibra Fall fait partie des acteurs économiques majeurs du Sénégal et demeure indéniablement historiquement le marabout le plus riche de la confrérie mouride. Ce statut économique irréfutable dans la confrérie lui a valu d'être surnommé le ministre des Affaires économiques mouride par Marty. Bien avant Mam Cheikh Anta Baké et d'autres acteurs économiques mourides de la trempe de Serine Cheikh Mbaké, des Gaïdé Fatma, Djilimbaï, Ndjouga Kébé. Ndjouga Kébé, c'est plus récent, hein, c'est beaucoup plus récent. C'est un milliardaire. Etc. et qui se sont inspirés de la stratégie économique du plus fidèle disciple de Khadim Rassoul. Ce statut économique privilégié de Cheikh Ibra Fall le pousse à jouer un rôle privilégié dans le financement des activités de la communauté mouride. En effet, il fut historiquement le plus grand bailleur économique de la confrérie sous la forme de contributions matérielles et financières au profit d'œuvres de bienfaisance. C'est ainsi que les archives coloniales rapportent qu'il versait annuellement 50 000 francs à Ahmadou Bamba sous forme de hadia. Ça, cette tradition, elle est toujours située. C'est-à-dire que chaque année, il y a des chouyours qui ramènent des hadiyas qui sont liés à leurs activités commerciales, économiques. Selon nos sources orales, il se distingue des autres mourides par ses hadiyas exceptionnels et la mémoire collective mouride retient de lui l'image d'un homme d'une générosité d'âme exceptionnelle, avec notamment son don historique de malle pleine d'argent massif. En espèces qui remet à Ahmadou Bamba pour la construction de la grande mosquée de Djourbel. Cet événement historique symbolise et d'ailleurs magnifié dans son panégyrique par le poète historien attitré du mouridisme, Cheikh Moussaka. Vous avez offert en don des chameaux chargés d'argent massif et en espèces. Marty nous signale également que Cheikh Ibra a construit dans la résidence d'Ahmadou Bamba appelée Kergoumak, 6 à Djourbel, une grande construction en maçonnerie qui servait de mosquée et de maison d'hôtes. À l'époque, selon le témoignage de Paul Marty, c'était la seule construction en dur de la zone où résidait Ahmadou Bamba. De même, Cheikh Ibra s'est toujours acquitté de l'assistance matérielle d'Ahmadou Bamba, ainsi bien au Sénégal que durant ses 2 déportations à l'étranger. Ça, on l'a déjà dit au préalable. C'est ainsi qu'avec le soutien de la communauté Baye Fall, dont il est le fondateur, Cheikh Ibra assure les besoins matériels d'Ahmadou Bamba, de sa famille et de sa communauté mouride. Durant ces 2 déportations chez Ahmadou Bamba, il a continué à assurer ses besoins matériels. Ainsi, durant la déportation au Gabon, donc de 1895 à 1902, il envoyait régulièrement de la nourriture, viande séchée et couscous à son maître par l'intermédiaire d'un matelot saint-louisien du nom d'Abdoulaye Ndiour, qui est son disciple, comme l'affirme le témoignage du directeur du Bokenek, directeur de cabinet Ibrahim Acham. De même, durant la seconde déportation d'Ahmadou Bamba en Mauritanie en 1903-1907, suite à une demande de son maître, Cheikh Ibra Fall lui convoie de la nourriture, du couscous en l'occurrence, pendant le mois de Ramadan de 1906. Cette assistance matérielle constante est aussi signalée par les archives coloniales durant la résidence surveillée de Cheikh Ahmadou Bamba à Tcheyen, dans le Jolof, avec toujours des dons pieux exceptionnels en nature et en espèces.
Enfin, pendant la déportation au Gabon, le cheikh, enfin stratège, délègue ses pouvoirs temporels et spirituels à ses principaux lieutenants pour la bonne marche et la survie de la communauté mouride durant sa longue absence. C'est ainsi qu'il confie l'éducation et l'instruction des disciples à son frère Tcherno Birahim Baké, l'autre Ibrahim. Ils sont deux comme ça, grands disciples. Ibrahim qui était proche du cheikh et qui était des grands acteurs. Tcherno Birahim Baké, son petit frère, et Cheikh Ibrahim Afal. Et recommande à Cheikh Ibra d'aider sa famille résidant avec Cheikh Ibrahim et d'aider les proches du Cheikh et ses amis en religion. C'est ainsi qu'il assure durant toute la durée de l'exil du Cheikh au Gabon les besoins matériels de la communauté mouride, comme l'atteste Selim Baké, fils du fondateur du mouridisme et témoin privilégié de cet acte généreux de Cheikh Ibrahim. Serine Bassirou, donc c'est, si je me trompe pas, c'est Cheikh Mohamed Bachir qui dit dans Minal Baqi Qadim, je me souviens toujours de ces lourdes charges qu'il envoyait à Mbaké, de ces cadeaux licites destinés à Cheikh Momar Diarra pour lui faire du bien à la place de notre Cheikh et de ces dons généraux aux pauvres séparés de leurs parents qui avaient abandonné leur patrie pour se consacrer à l'édification, à la propagation de la religion. Pour se consacrer à l'édification, à la propagation de la religion, ayant du reste été pris en charge par le cheikh. Ces pauvres n'avaient pas d'autre pourvoyeur en vivre que Cheikh Ibn Afal. Combien nombreux étaient les intérêts qu'ils leur, les parents du cheikh, apportaient, les dons qu'ils leur prodiguaient. Donc on voit que Cheikh Ibn Afal était un acteur majeur. C'était le bras, c'est-à-dire que lorsque le docteur Dounoumane Diouf parle de bras de Serigne Touba, c'est plus qu'une image, c'est une réalité. Il est l'incarnation en fait de la révolution et de ce tajdid. Ainsi, Cheikh Ibra apparaît historiquement comme le principal soutien matériel et financier de la communauté mouride, mettant ainsi ses ressources économiques considérables à la disposition d'Ahmadou Bamba, de sa famille, de la communauté mouride en général. C'est ce rôle socio-économique prépondérant rempli par Cheikh Ibra qui lui vaut d'être surnommé le premier intendant des mourides par Marty. Et la preuve irréfutable que Cheikh Ibra a dépensé toute son immense fortune pour Allah, son guide spirituel et la communauté mouride dans le but de faire rayonner l'islam, et la modique somme de 450 francs qu'il a laissé à sa disparition, unique legs numéraire, alors qu'il était l'un des Sénégalais les plus riches de son époque et de par ses nombreuses et rentables activités économiques. Les 450 francs, c'est 3 disciples qui lui avaient donné une hadia. Donc quand il décède, il ne reste plus que 450 francs. Il n'a strictement rien laissé. Bien sûr, il y avait toujours les terrains et tout ça dont héritait sa famille, mais il n'y avait plus d'argent. La clé du succès économique de Cheikh Ibn Afal. Le succès de Cheikh Ibn Afal dans ses différents secteurs d'activité dépend sans conteste d'un sens averti des affaires, d'un réalisme certain selon Marty, mais aussi de la résultante d'une riche expérience personnelle acquise au cours de sa vie. En effet, contrairement aux autres grands cheikhs mourides qui ont pour l'essentiel évolué dans les dara ou écoles traditionnelles classiques, exclusivement orientées vers l'acquisition de connaissances coraniques et religieuses, en rupture totale avec le monde matériel, Cheikh Ibn Afal a lui suivi une trajectoire atypique enrichissante. En effet, il a achevé ses humanités religieuses auprès de son père et de son oncle matériel, Saloum Diaye, dans le Djonbour. Cette province est à l'époque une zone d'échange par excellence, ce qui favorise son ouverture d'esprit par rapport aux enjeux sociopolitiques, culturels et surtout économiques de son époque, puisqu'il pratique très jeune le commerce. C'est donc cet itinéraire particulier et cette expérience enrichissante d'un homme religieux exceptionnel qui constitue les atouts majeurs de Cheikh Ibn Afal. Ces qualités lui ont permis d'être en phase avec son époque et de tirer des profits de différentes opportunités qui s'offraient à lui. Donc il avait une grande ouverture d'esprit.
En outre, Cheikh Ibn Fall, du fait de ses contacts réguliers avec l'administration de l'époque, est au courant des opportunités économiques offertes par le système colonial qu'il exploite judicieusement. Enfin, Cheikh Ibn, pour être en phase avec son époque, a fait preuve de modernisme en familiarisant des activités, en formalisant ses activités économiques, en s'attachant des services de 2 secrétaires interprètes maîtrisant le français, d'un avocat et d'un huissier. Donc il avait un huissier. Ce souci de modernité et d'organisation transparaît à travers ses nombreuses correspondances avec l'administration coloniale, dans lesquelles il utilise du papier en tête et un tampon à son nom indiquant son statut marabout propriétaire et son siège social. Grâce à son ouverture d'esprit, il s'inspire des acteurs économiques modernes de l'époque en termes d'organisation. Il dispose de ce fait d'un siège et d'un bureau qui change d'adresse au gré de ses activités économiques. Saint-Louis, Nandefal, Thiès, Dakar et en fait Djourbel, où est conservé le mobilier de son dernier bureau. Enfin, sachant l'importance de la maîtrise du français dans ce contexte colonial, il inscrit très tôt 3 de ses fils, Serine Abdoulaye Fall Ndar, Serine Sherin Hassan Fall et Serine Alioune Fall Mbaor, à la Madrasa école coloniale de Saint-Louis. Donc il a été très vif. L'intelligence de Imam Cheikh Ibra, c'est-à-dire que quand on parle de Cheikh Ibra, il faut pas seulement parler de quelqu'un qui était dans les ahwal, c'est quelqu'un qui avait déjà compris énormément de choses. Les histoires de ahwal, ça c'est pour comprendre en fait pour expliquer les trucs des Baïfal. Mais si tu veux comprendre l'organisation des mourides, tu dois comprendre qui est Cheikh Ibra. Pour comprendre comment les mourides sont aussi puissants économiquement, pour comprendre comment on est organisé, pour comprendre la discipline qu'il y a chez les mourides, tu dois regarder l'histoire de Cheikh Ibra parce qu'il est le principal précurseur. Et j'ai même dire celui qui a formalisé ce modèle-là. Il a formalisé quand il était dans certains états, ce qui a fait qu'on a été obligé de se contraindre parce que sinon en fait il nous secouait. Ou encore, il a fait avec un comportement de chef, de leader. Conclusion générale. Ainsi, l'itinéraire de Cheikh Ibn Fall nous a fait découvrir un homme multidimensionnel, conscient que l'être humain est une totalité engagée dans une dynamique qu'il convient d'adapter l'enseignement de l'islam aux ambitions matérielles du monde moderne. Cette adaptation harmonieuse et réaliste de la doctrine islamique à l'économie moderne, réussie par Cheikh Ibra, est mise en évidence dans cette opinion de Kroos O'Brien le concernant, que Ibn Fall était sans aucun doute en fait une personne avec une forte personnalité et fort de son succès impose sa religion, du moins sa manière de vivre la religion très tôt en fait chez les mourides, et que son style va influencer l'évolution de la confrérie. C'est le propos en fait que l'on tient depuis le début. La confrérie sous l'influence d'Ibn Fall va devenir plus que une simple association religieuse qui est unie autour de rituels communs, donc une simple confrérie, une simple tariqa. Elle va devenir un modèle, une structure socio-économique élaborée qui va permettre un style de vie dans ce bas monde qui garantit l'au-delà. C'est-à-dire que ça va nous donner des règles de vie pour comment fonctionner dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ça, faut que les gens comprennent le discours. La Mouridia est un tajdid, comme le dit Cheikh Khadim. Cheikh Ibra a matérialisé ce tajdid. Et ce tajdid, c'est un héritage. Il doit être vivant. C'est-à-dire que si on voit une évolution dans la société, là on est dans une société post-coloniale. À l'époque c'était la colonisation. Il y a des évolutions. Il faut que ce tajdid évolue avec la société dans laquelle on vit. D'où la nécessité encore maintenant qu'il y ait des acteurs économiques qui permettent à des intellectuels de penser comment on doit agir.
Et que ces acteurs économiques doivent matérialiser le tajdid qui est issu de l'ijtihad des différents awliya de la confrérie, des différents intellectuels de la confrérie. En somme, l'itinéraire de Cheikh Ibrahim Fall que nous avons suivi nous a permis de découvrir un homme d'un génie et d'un dynamisme extraordinaire, travailleur infatigable, réaliste, moderne, méthodique, très organisé, un manager hors pair, un face-ragège, un visionnaire, un innovateur qui a su adapter judicieusement aux différentes mutations de son époque, tout en faisant toujours prévaloir une intelligence remarquable et des qualités morales admirables à l'égard de toutes les créatures humaines. Ainsi, il peut servir de modèle à l'humanité tout entière pour l'avènement d'un monde prospère et apaisé dans lequel le développement économique durable et solidaire rimerait avec humanisme. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.